vous aviez dit que le catholicisme a refusé effectivement la franc-maçonnerie, mais quand vous avez parlé de la religion musulmane, vous aviez dit qu'il y a des parties communes, il y a des ressemblances par rapport à l'initiation dans les courants soufis. Est-ce que Mhm. vous pouvez revenir là-dessus et nous peut-être rentrer un peu dans les détails pour qu'on puisse savoir quels sont les imams, ils sont raccrochés à quelle branche, qui sont entre guillemets francs-maçons. Merci beaucoup. Alors moi, je ne serais pas assez expert du sujet pour vous en parler plus que ça. Il existe quelques livres et quelques conférences sur le soufisme et la franc-maçonnerie, mais vraiment, je ne suis pas assez expert. Je vais vous dire des erreurs. J'ai pour le coup un ami assez proche qui lui est soufi et qui est rentré en franc-maçonnerie il n'y a pas longtemps et il y trouvait vraiment une très très grande proximité et effectivement dans son environnement religieux il n'y avait pas d'hostilité à la franc-maçonnerie. Alors je dis pas que l'imam était franc-maçon, hein, c'était pas ça, c'est pas l'idée, mais en tout cas il n'y avait pas d'hostilité à la franc-maçonnerie et lui trouvait beaucoup de ressemblances. Mais je sais qu'il y a il y a pas mal de livres et des conférences. Je pense que si vous allez sur YouTube et vous tapez soufisme et franc-maçonnerie, vous allez trouver des conférences de gens qui seront bien plus érudit que moi sur cette partie-là. Je peux vous parler de la franc-maçonnerie, hein, de la partie initiatique en franc-maçonnerie. Je ne pourrais pas le faire sur la partie soufie. Sur la partie franc-maçonnerie, la dimension initiatique, elle est comme dans beaucoup finalement d'initiation, c'est de dire on va abandonner celui qu'on était avant. On parle parfois même de tuer le vieil homme pour devenir un homme ou une femme nouvelle. Donc il y a une idée de renaissance, de vie à une nouvelle vie qui est liée à l'initiation, mais qui est semblable hein, dans d'autres approches. Je pense que dans les autres éléments qui sont importants dans la franc-maçonnerie, c'est la notion de symbole, c'est de dire, bah voilà, quand moi je vois une équerre, qu'est-ce que j'y vois? J'y vois deux bouts de bois finalement qui vont dans des directions totalement différentes et qui se rencontrent à un endroit. Donc pour moi, une équerre, ça va être un point de rassemblement, par exemple. Une équerre, c'est aussi un angle 90 degrés, donc c'est le quart d'un cercle. Donc voilà, chacun va avoir une vision de ce qu'est un symbole et va pouvoir projeter et pouvoir travailler sur lui en projetant son ressenti sur un symbole. Donc je ne sais pas si ça fait partie de ces points communs-là avec le soufisme. Je ne maîtrise pas assez le sujet pour ça, mais en tout cas, voilà, c'est les retours que j'ai pu avoir. Ok, merci. Ouais, quelqu'un d'autre? Ok, grand Flav, vas-y. Bonsoir, Monsieur Franck, et merci de l'invitation et de l'opportunité que vous nous donnez. C'est la première fois de ma vie que nous avons cette opportunité. Ma question est de savoir quels sont vous, maçons, vos pouvoirs. Parce que ça fait plus de 40 ans, 50 ans, on voit tous nos chefs d'État africains et nos personnalités se bousculer dans les loges. Quels sont vos pouvoirs? Et c'est quoi la maçonnerie? C'était ça ma question. Merci. Alors, bon, comme je vais bien sûr pas, je vais pas m'immiscer hein, dans la politique locale. En fait, il faut savoir que la franc-maçonnerie, telle qu'elle a été conçue en Angleterre, elle a dès le début, c'est-à-dire que les premiers, je vous l'ai dit, la toute première franc-maçonnerie, on va dire c'est 1717, 1720. Dès le début, ils se sont dit, il faut qu'on ait un noble à la tête de la franc-maçonnerie. Parce que si on a un noble, déjà, on ne sera pas embêté par le pouvoir, parce que quand la franc-maçonnerie est née en Angleterre, il vient d'avoir toutes les rébellions entre les stuartistes et jacobites, etc. Donc il y a eu pas mal de guerres de religion, finalement, en Angleterre, et donc ils ont besoin de stabilité. Donc le fait de dire, on va prendre un noble à notre tête, ça permet d'avoir une grande stabilité. Et puis, aussi financièrement, puisque à la base, la franc-maçonnerie, c'est un truc d'entraide, d'avoir un noble
donc avec de l'argent à la tête de la franc-maçonnerie. Ça fait que si jamais on a besoin d'argent, il nous en donnera. Donc c'est comme ça que finalement la franc-maçonnerie est née, et c'est comme ça qu'en Angleterre, la franc-maçonnerie a toujours été, depuis cette période-là, dirigée par un noble, généralement proche de la famille royale. Il faut savoir que en 1800, aux alentours de 1810, il existe en Angleterre deux grandes loges, pardon, deux obédiences, deux grandes loges qui se font un peu la guerre. Et en fait, le roi à l'époque met un de ses fils grand maître d'une des obédiences, son autre fils grand maître de l'autre obédience, et hop, il réussit à réunir les deux. Et donc vraiment, proximité avec le pouvoir, très 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 proche en Angleterre. Et ensuite, la franc-maçonnerie s'est développée dans différents pays, et les Anglais reconnaissent généralement une seule obédience par pays. Et donc, il y a une obédience qui est finalement plus importante que les autres parce qu'elle est reconnue par les Anglais. Et à partir du moment où vous êtes reconnu par les Anglais, ça veut dire que vous êtes reconnu par au moins une grande loge dans chacun des pays. Donc, c'est la maçonnerie la plus répandue dans le monde. Donc, il est important d'être, si on veut être mis en avant, il est plutôt important d'être dans cette maçonnerie très répandue dans le monde, plutôt que la maçonnerie française, où je vous ai dit, nous, on représente 5% de ce qui se passe dans le monde, donc c'est pas très important. Et donc, suivant un peu cette tradition, peut-être un peu trop cette tradition, mais c'est chacun son point de vue, dans beaucoup de pays d'Afrique notamment, en fait, celui qui est le grand maître, c'est généralement, non, mais en tout cas, c'est régulièrement le chef de l'État. Et en fait, c'est un pouvoir honorifique. Hein. En Angleterre, le patron, c'est le duc de Kent. Le duc de Kent, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas dirigé une tenue. Ça fait bien longtemps qu'il n'est pas vraiment allé. C'est pas lui qui dirige en fait au quotidien. C'est juste son nom qui est utilisé. Et a priori, dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est aussi un peu la même. À titre honorifique, on va placer le dirigeant comme grand maître, mais au quotidien, c'est pas forcément lui qui le fait. Voilà. Et après, pourquoi autant de dirigeants s'y pressent? Je pense que cette reconnaissance internationale, elle est intéressante pour les dirigeants. Et puis une fois que vous avez le dirigeant d'un pays qui est dans une obédience, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires ou beaucoup d'hommes un peu importants qui auraient envie d'être dans cette obédience pour être proche du président. Donc je pense qu'on est un peu dans un effet de cour, comme à l'époque des rois. Vous avez le roi et sa cour. Et pour moi, la franc-maçonnerie, elle a un peu aussi, malheureusement, ce rôle-là dans certains pays. Donc voilà, et c'est là où il ne faut pas se tromper, c'est pas parce que on est en franc-maçonnerie qu'on a, entre guillemets, des pouvoirs, de l'argent, etc. Mais c'est l'inverse, c'est parce que des gens ont de l'argent qu'ils ont envie d'être dans la maçonnerie parce qu'ils seront proches du pouvoir en place. Et c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe, et pas l'inverse. Aujourd'hui, vous verrez jamais quelqu'un qui n'a pas d'argent, a pas grand-chose, rentrer en maçonnerie et du jour au lendemain ou rapidement devenir riche ou devenir puissant. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Il y en a certains qui vont le faire miroiter, mais c'est pas vrai. Ceux qui rentrent en franc-maçonnerie sont déjà soit des gens installés, parfois même puissants, ou même pas forcément puissants. Certains vont rentrer sans être très fortunés, mais la maçonnerie ne va pas leur apporter quelque chose. Va pas leur apporter en tout cas de l'argent ou du pouvoir. Ça va leur apporter intellectuellement, mais pas là-dessus. Donc je pense que parfois, dans certains pays, je ne vais pas citer ce que je ne connais pas assez bien, mais dans certains pays, je crois qu'on mélange un petit peu les choses et on mélange un peu le pouvoir politique avec la maçonnerie qui a une vertu, simplement, encore une fois, de travailler sur soi. On parle pas mal de développement personnel. Franchement, la franc-maçonnerie, c'est ça. C'est du développement personnel. C'est essayer d'être un peu meilleur, essayer de savoir un peu prendre la parole en public, de pas s'emporter, de pas s'énerver tout le temps, etc. Voilà, la franc-maçonnerie, elle va aider surtout à ça et pas au reste.